Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. Depuis les prémices de l'imagerie numérique dans les années 70, la reproduction du corps humain en images de synthèse a toujours été un objet de fascination pour les chercheurs qui, à l'époque, travaillaient avec du matériel bien moins puissant qu'un simple Nokia 3310. Ainsi, que ce soit à l'université de l'Utah avec les travaux d'Ed Catmull ou de Fred Park, puis en 1981 avec le film Looker de Michael Crichton, et ce jusqu'au premier double numérique pour le film Jurassic Park de Steven Spielberg en 1993, l'image de synthèse aura eu l'occasion de singer l'être humain à de nombreuses reprises, allant même jusqu'à le remplacer par des acteurs virtuels. Cet épisode hors série est donc l'occasion de revenir sur le tout premier film ayant tenté l'aventure au cinéma, de sa genèse à sa sortie en salle en 2001, mais aussi sur son successeur spirituel, sorti directement en vidéo en 2005, puis en 2009 dans sa version Director's Cut. Pour cela, nous allons remonter le temps jusqu'en 1995 avec une démo technologique tournant sur station de travail Silicon Graphics, j'ai nommé Final Fantasy VI The Interactive CG Game. Présenté au Salon SIGGRAPH 1995 de Los Angeles, Final Fantasy VI The Interactive CG Game était une démo technologique jouable, un test pour voir la réaction des professionnels de l'imagerie numérique quant à la direction que pouvait alors prendre la franchise pour s'en arriver dans la troisième dimension après 8 ans passés sur console 2D. Tournant sur une Onyx, une station de travail Silicon Graphics qui servira notamment de kit de développement pour les futurs jeux de l'Ultra 64. Ouais, en 1995, la Nintendo 64 s'appelait encore l'Ultra 64 parce qu'Ultra c'était plus fort que Super, une histoire de bits sans tout ça. Cette démo reprenait de nombreuses choses issues du jeu Final Fantasy VI paru sur Super Nintendo en 1994, notamment que ce soit au niveau des persos et de leur chara-design en SD, ou encore de la bande originale composée par Nobuo Uematsu. Cependant, elle apportait également un grand nombre de nouveautés, à commencer par l'apparition d'invocations entièrement modélisées en 3D, à l'image de ce Bahamut, ou encore d'une caméra dynamique au mouvement non contrôlé par le joueur pendant les combats. Caméra dynamique que l'on retrouvera d'ailleurs dans le fameux Final Fantasy VII. Mais la démo ayant beau tourner sur ce qui servira de kit de développement pour la N64, il ne s'agissait là que d'un simple test interactif et non d'un véritable jeu en cours de développement, contrairement à ce que certains journaux d'alors semblaient affirmer en usant du sobriquet Final Fantasy 64. Le reste appartient à l'histoire. Squaresoft annonce début 1996 qu'il ne développe plus pour Nintendo, notamment en raison du choix du support cartouche contre le CD-ROM, et cette démo aboutira sur le Final Fantasy VII que tous les fans connaissent sur PlayStation, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Square renouera d'ailleurs l'expérience des démos techniques à de nombreuses reprises dans les années qui vont suivre, que ce soit en 1999 avec Final Fantasy VIII sur PlayStation 2, en 2005 avec Final Fantasy VII sur PlayStation 3, ou encore en 2012 avec Agnes Philosophy sur PC. Et c'est suite au succès massif de Final Fantasy VII, notamment sur le sol US et pour la première fois en Europe, que Squaresoft va enfin pouvoir commencer à rêver en grand et opérer sa mue. Ainsi, toujours en 1997, une toute nouvelle division est créée de toutes pièces hors du Japon, à Hawaï, le tout avec un investissement de pas moins de 45 millions de dollars d'alors. Une division qui porte d'ailleurs un nom on ne peut plus évocateur, Square Pictures. Et alors que DreamWorks et Pixar travaillent respectivement sur Ants et A Bug's Life, Square Pictures développe de son côté un premier court-métrage test, le fameux Grey Project. Véritable preuve de concept, le Grey Project est un tour de force pour l'année 1998. Cheveux, expression faciale, réflexion sur les yeux, animation des lèvres, texture de peau, tout est entièrement généré par ordinateur sans utilisation de scanner 3D, ni même de photos de vrais acteurs, et le résultat augure déjà des ambitions hollywoodiennes du tout jeune studio. De nombreuses idées scénaristiques du Grey Project se retrouveront d'ailleurs dans The Spirits Within, que ce soit les fameux fantômes, la ville protégée par bouclier, le gel d'atterrissage ou encore le personnage d'Aki avec ses cheveux coupés au carré. D'autres éléments, comme la jeune fille blonde un peu rebelle, ne seront cependant pas conservés par la suite. On peut néanmoins supposer que celle-ci aura évolué en cette fameuse petite fille qui donne le cinquième esprit à Aki, brièvement mentionné dans la première partie du film. Le Grey Project bouclé, Square Pictures se met alors en quête d'artistes capables de donner encore plus de vie à ces pantins d'un genre nouveau. C'est aussi grave de 1998 à Orlando, en Floride, que bon nombre d'entre eux seront d'ailleurs recrutés, à l'image de Gérard Banel, un Français qui rejoindra le studio en février 1999 afin de travailler en recherche et développement sur la simulation de vêtements. Le maître mot alors est simplification. Square Pictures a certes l'ambition de faire le premier film de l'histoire uniquement avec des acteurs virtuels, d'accord, mais le studio ne veut pas perdre un temps précieux à utiliser des techniques d'animation trop chronophages. Et le simulateur de vêtements, écrit en interne, prenait à l'époque quelques minutes pour calculer ne serait-ce qu'un seul et unique vêtement. Chose assez monstrueuse lorsqu'on sait qu'il y avait
plus de 140 000 images dans le long métrage final, avec près de 500 couches de rendu pour les plus complexes d'entre elles. Gérard Banel va alors réécrire le simulateur en entier, et les résultats sont tout bonnement spectaculaires, puisque le temps de rendu passe de plusieurs minutes à seulement quelques secondes. Le simulateur de vêtements n'était bien sûr qu'un maillon d'une immense chaîne, et bien que les acteurs soient virtuels dans le film, ce sont les gestuels de véritables comédiens qui devront être capturés au préalable. Et à ce jeu-là, Square Pictures avait carrément construit son propre studio de capture de mouvement, ou mocap, avec la bagatelle de 16 caméras, permettant d'enregistrer une trentaine de marqueurs, ou points de référence corporels, sur chaque acteur. À titre de comparaison, le studio français Quantic Dream possède un plateau doté de 75 caméras depuis 2010, ce qui leur permet notamment de faire de la performance capture, soit la captation du corps, du visage et de la voix de façon simultanée. Seulement, durant la production de Final Fantasy The Spirits Within, une telle technologie n'était pas encore accessible et la gestuelle enregistrée demeurait incomplète en amont. Ainsi, les mouvements des mains n'étaient pas pris en compte par l'ordinateur et devaient être entièrement recréés via le logiciel d'animation Maya. Pour le visage, même chose, mais en plus difficile, puisqu'il fallait impérativement refaire la synchronisation des lèvres à la main, syllabe par syllabe, en se servant des bandes vidéo prises pendant l'enregistrement des comédiens de doublage. Enfin, comédiens de doublage, ce sont plutôt les vraies têtes d'affiche du film dont il est question ici. Jugez plutôt. Aki était interprété par Ming-Na, alias Chun-Li dans Street Fighter 2 Movie, Gray par Alec Baldwin, alias Adam dans Beetlejuice, Hein par James Woods, alias Max dans Videodrome, Sid par Donald Sutherland, alias Matthew dans Invasion of the Body Snatchers, ou encore Neil par Steve Buscemi, alias Rockhound dans Armageddon. De belles performances vocales donc, mais pour animer ces pantins de polygones, il faudra le dur labeur de nombreux magiciens, les animateurs 3D. Comme spécifié plus tôt, chaque visage devait être animé à la main. Cela valait pour les expressions les plus simples du visage, tout comme les mouvements des yeux, qui devaient être les plus réalistes possibles afin de ne pas avoir entre guillemets deux cadavres à l'image, et le moins que l'on puisse dire, près de 15 ans après, c'est qu'il s'agit encore des parties les plus réussies des personnages principaux. Un souci du détail cependant absent des autres modèles 3D, généralement des figurants, visibles à l'arrière-plan, qui ont tous un regard vide. C'est d'ailleurs encore plus flagrant sur la version Blu-ray du film, mais l'apport de la HD aide surtout à discerner des détails autrefois relégués aux abîmes des macro-blocs du DVD. Pendant la scène où le conseil se réunit pour décider de la stratégie à adopter contre les fantômes, on distingue un membre plutôt spécial situé à l'extrême droite de l'image. Qui est-il? Eh bien, c'est tout simplement le réalisateur du film, Hironobu Sakaguchi, qui fait ici un petit caméo hommage, comme beaucoup d'autres avant lui dans des longs métrages à prise de vue réelle. Une autre apparition concerne une mascotte emblématique de la saga, qui n'est autre que le fameux Chocobo. On peut en voir un sur le pyjama d'Aki lorsqu'elle se réveille de son second rêve avec les fantômes, imprimé sur la partie gauche. En revanche, aucun Mog à l'horizon pour ce premier film Final Fantasy. Pourtant, ça aurait été marrant d'en voir un se faire déposséder de son âme par un fantôme. Pas vrai? Mais revenons à l'animation des personnages. En marge des textures de peau, assez détaillées pour pouvoir distinguer jusqu'au pores, s'il y a bien une chose sur laquelle les médias avaient pu insister à la sortie du film en 2001, ce sont bien les cheveux. Sa chevelure est constituée de 60 000 cheveux gérés un à un par l'ordinateur. Heureusement que certains avaient le dossier de presse, internet en 2001 ça coûtait encore cher la DSL. Bon alors, 60 000 cheveux ça fait beaucoup sur le papier, mais rassurez-vous, ceux-ci n'étaient pas animés un à un pour donner l'effet désiré, mais plutôt par mèche ou groupe de cheveux pourrait-on dire. Il suffit d'ailleurs d'observer Aki à de nombreux moments du film pour bien s'en rendre compte. Les mèches s'entrechoquent, se superposent, vont d'avant en arrière, le tout en accord avec les mouvements de la tête du personnage, mais on peut distinguer des morceaux qui ne bougent pas, se faisant même traverser par moments. Cela n'arrive cependant pas dans les scènes en apesanteur où la simulation est préférée à l'animation, même si le réalisme n'est pas de mise dans ces moments-là. On assiste également à quelques tricheries sur le nombre de cheveux rendus, comme c'est le cas dans un passage au début du film, où l'on est plus proche de mèches très graisseuses avec un aspect comparable à des spaghettis que d'une délicate chevelure raide. Plus tard, alors qu'Aki repose inconsciente sur une table d'opération, c'est carrément toute une partie de la crinière qui a tout simplement disparu, car jugée trop difficile à disposer sur une surface plate. Enfin, lors de la scène du baiser dans l'espace, le nombre de cheveux est plus élevé que dans toutes les autres scènes, de façon à donner du volume et ne pas laisser la lumière trop passer au travers. Le boulot monstre sur ce passage. Non content d'être le plan le plus long de tout le film, avec quelques 1899 images, soit environ 1 minute 20, ce plan aura posé quelques problèmes, notamment en ce qui concerne le tout premier baiser virtuel de l'histoire du cinéma. Pour celui-ci, il faut savoir que la scène n'avait pas du tout été captée en motion capture, mais plutôt entièrement chorégraphiée sur station de travail Silicon Graphics à l'aide d'images clés. Et là où ça devenait franchement difficile, c'était que les deux modèles 3D devaient tourner sur eux-mêmes tout en continuant à s'embrasser, gravité zéro oblige. La solution, littéralement coller les personnages ensemble par leur bouche, pour permettre aux animateurs de bouger leur modèle en toute simplicité. Bon après, y a pas que les cheveux.
il y a aussi les poils. Car oui, s'il y a bien un autre protagoniste qui a demandé une attention toute particulière, c'est bien le Dr. Seed, un personnage qui apparaît d'ailleurs dans tous les épisodes de Final Fantasy depuis 1988. Ici, c'est tout simplement le seul et unique acteur virtuel du film à avoir une véritable barbe entièrement générée en images de synthèse, un défi supplémentaire donc quant à l'animation faciale, puisque les poils devaient impérativement suivre les mouvements des lèvres pour rester crédibles. Mais c'est véritablement le compositing ou superposition des différentes couches de rendu qui aura permis au film d'atteindre des niveaux visuels tout juste bluffants pour l'époque. Pour obtenir de tels résultats dans les explosions, l'éclairage ou encore tout simplement faire en sorte que plusieurs personnages soient visuellement présents dans les scènes, il faut savoir que chaque élément était rendu de façon individuelle. Une raison à cela, la séparation des tâches pour un calcul optimisé sur Render Farms. Une Render Farm? Oh, juste quelques centaines de machines reliées entre elles pour augmenter la puissance de calcul. Chez Square Pictures, oh, ça représentait quelques 1000 PC à base de Pentium 3, en plus du matos Silicon Graphics, 300 RX, 160 octanes et 4 Origin 2000. Une broutille. Chaque élément rendu séparément autorisait par la suite un meilleur contrôle de l'apparence pour l'image finale, permettant notamment de faire ressortir certains éléments du décor avec un éclairage adapté ou encore d'ajouter du réalisme à l'aide de flou artistique, poussière, fumée, bref, donner de l'imperfection à la froide perfection des images de synthèse. On notera d'ailleurs que la plupart des décors n'étaient non pas calculés en 3D, mais directement peints à l'aide d'une tablette graphique, les divers éléments étant ensuite ajoutés par-dessus. Et en marge du développement du film, à l'occasion du SIGGRAPH 2000 de la Nouvelle-Orléans, Square Pictures développera même une démo tournant sur une bien étrange machine, le GS Cube. Mais qu'est-ce que le GS Cube? Eh bien, prenez le hardware d'une PlayStation 2, plus précisément sa carte mère, avec processeur central, RAM, GPU et mémoire graphique, multipliez le tout par 16 et vous obtenez un GS Cube ou Graphic Synthesizer Cube. Un monstre de 48 kg qui était équipé d'un total de 2 Go de RAM pour 512 Mgo de mémoire graphique, capable d'afficher des graphismes temps réel en 1080p et 60 images secondes. Ouais, en 2000, c'était juste une boucherie ce truc. Cependant, c'était encore loin d'être suffisant pour faire tourner de façon native des assets utilisés pour The Spirits Within. La démo live était ainsi composée de quelques 314 000 polygones, dont 76 690 rien que pour le personnage d'Aki, alors que son modèle simulé pour le film pouvait aisément atteindre les 400 000 polygones. Néanmoins, pour du temps réel, cela restait tout bonnement bluffant pour l'époque. Surtout que chez Square Pictures, il y avait quand même deux philosophies différentes qui cohabitaient dans un studio de près de 200 personnes à ce moment-là. Et oui, Square Pictures, c'était pas moins de 22 nationalités, mais surtout deux méthodes de travail bien différentes réparties en deux équipes, l'une américaine et l'autre japonaise. D'un côté, la méthode américaine était dans la spécialisation, avec une personne chargée des vêtements, une autre des visages, tandis que la méthode japonaise consistait à avoir l'équipe sur la modélisation et le gros de l'animation d'un seul personnage à la fois. Alors certes, il y avait la barrière de la langue, et chaque réunion demandait forcément la présence de traducteurs, mais le fait que deux des japonais de l'équipe avaient eu un passé chez JCJL, la toute première boîte dédiée aux effets numériques sur l'archipel, a très certainement dû jouer dans cette bande entente avec l'équipe américaine durant la production. L'un d'eux, Takashi Kubota, avait d'ailleurs bossé sur Lensman, un film dont je vous avais parlé dans l'épisode 9 de CGM. Subetega Setsuzoku desu. Seulement voilà, à la sortie occidentale du film, à l'été 2001, c'est la catastrophe. Les recettes sur le sol US dépassent péniblement les 32 millions de dollars, tandis que les sorties à l'étranger ne rapportent que 53 millions de dollars. Final Fantasy The Spirits Within ne rembourse alors même pas son budget, estimé à quelques 137 millions de dollars, soit environ 180 millions d'aujourd'hui. Les raisons de cet échec sont à l'appréciation de chacun. Du côté des fans, c'est l'éloignement par rapport aux jeux vidéo, le matériau d'origine, qui prévaut comme argument pour expliquer une telle débâcle, en plus d'être destiné au marché américain. Tandis que pour les cinéphiles, les faiblesses scénaristiques, la rigidité des personnages, mais surtout le concept d'Uncanny Valley, cette sensation étrange que l'on ressent face à quelque chose qui ressemble à un être humain sans en être vraiment un, sont autant de points qui achèveront de rebuter un grand public déjà peu familier des jeux vidéo originaux. Et dire qu'un an plus tard, un certain Gollum pourra remporter l'Oscar des meilleurs effets visuels pour le second volet du Seigneur des Anneaux. Pourtant, malgré l'échec financier du film, Square Pictures ne fermera pas ses portes de suite. En effet, à l'été 2001, le studio est contacté par les Wachowski, qui ont entre-temps vu et apprécié le travail accompli sur The Spirits Within, et leur propose de rejoindre un projet d'animation, le futur Animatrix. Un test est alors mis en place, avec le personnage d'Aki dans le rôle principal, cette fois les cheveux courts, face à l'une des fameuses sentinelles de Matrix, et les Wachowski sont emballés par sa performance. Ce sera d'ailleurs la seconde et dernière fois que l'actrice virtuelle sera utilisée. Le pipeline, mis en place pour la création de The Spirits Within, permettant désormais de créer d'autres films plus vite, le court-métrage Final Flight of the Osiris met ainsi beaucoup moins de temps à être produit. L'équipe en profite au passage
court-métrage pour améliorer ses humains virtuels, avec des textures et des techniques d'éclairage de peau bien plus poussées que sur Final Fantasy, mais aussi des postures et des aptitudes physiques bien plus réalistes que précédemment observées dans leurs autres travaux. D'une durée de 9 minutes 34, Final Flight of the Osiris se paye même le luxe de servir de préquel aux événements des prochains films Matrix, avec des modèles 3D directement issus de Reloaded, comme la Foreuse ou encore la Sentinelle, pour un résultat visuel tout juste bluffant pour l'année 2001. Malheureusement, ce sera là le dernier contrat pour l'équipe, et le studio fermera ses portes en janvier 2002, soit moins de 5 ans après son ouverture. Un peu plus d'1 an plus tard, Squaresoft fusionnera avec Enix pour donner Square Enix, et une toute nouvelle aventure commencera par un test de cinématique. Nous sommes alors en 2003. La branche Visual Works de la toute nouvelle compagnie fusionnée Square Enix entame des tests de cinématique mettant en scène des personnages de Final Fantasy VII pour entraîner de nouvelles recrues à l'art de la cinématique de jeux vidéo. Seulement, Yoshinori Kitase, le producteur de la franchise Final Fantasy depuis le départ d'Hironobu Sakaguchi en 2001, perçoit rapidement le potentiel d'un contenu vidéo basé sur l'épisode le plus vendu de toute la série. En sachant que Final Fantasy XI avait été un four monstrueux à sa sortie quelques mois plus tôt, cette réflexion était loin d'être anodine. Kitase-san réunit donc quelques anciens de l'équipe originale de Final Fantasy VII, à savoir Kazushige Nojima, scénariste, Yusuke Naora, directeur artistique, Nobuo Uematsu, compositeur, Shinji Hashimoto, producteur, et surtout Tetsuya Nomura, dont cet épisode constituait son premier travail de chara-design principal, en succession d'un certain Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano dessine cependant chaque illustration des Final Fantasy numérotées à ce jour. Tetsuya Nomura est nommé directeur du projet, écartant très vite l'idée même de faire une suite de Final Fantasy VII sous forme de jeu vidéo pour se concentrer sur un court-métrage de 20 minutes où Cloud, le personnage principal, recevrait un message d'un inconnu qui ne serait révélé qu'à la toute fin. Un focus qui sera d'ailleurs le maître mot d'une compilation créée spécialement pour l'occasion, Compilation of Final Fantasy VII, avec 3 autres jeux vidéo respectivement intitulés Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus. Mais pour que le grand public n'apprenne l'existence de ce court-métrage, il faudra encore patienter quelques mois. C'est en effet au Tokyo Game Show 2003, qui a lieu à la fin septembre dans la capitale nippone, qu'une bande-annonce du court-métrage est montrée pour la première fois au public, avec la mention This is not for playing, ce n'est pas pour jouer. Ce teaser sera répété pendant les 3 jours du festival, avec de nouvelles images rajoutées chaque jour, jusqu'à ce que soit enfin révélé le nom du projet, Final Fantasy VII Advent Children. Mais à ce moment-là, il faut encore se montrer patient. En effet, la bande-annonce est accompagnée d'un vague été 2004 pour toute date de sortie. La vérité sera tout autre. Car à l'été 2004, justement, il n'y a rien. Le film, qui devait directement sortir en DVD, est alors encore en phase de développement, car il ne s'agit désormais plus d'un court-métrage, mais bien d'un moyen-métrage dont il est question. Cependant, une version spéciale de 20 minutes sera pourtant projetée à l'occasion de la 61e Mostra de Venise, en présence de l'équipe du film. J'assisterai moi-même à une projection privée de cette version spéciale le 1er décembre 2004, dans le cadre du festival Tokyo Zone, en présence de Nobuo Uematsu et de Shinji Hashimoto. Différente sur de nombreux points, ne serait-ce que le design de Sephiroth, alors en cours d'élaboration, cette édition spéciale du film impressionne. Exit l'aspect Super Deformed, ou SD, du jeu original de 1997, les personnages ont désormais un aspect crédible, mais sans aller dans un réalisme aussi poussé que de Spirits Within. Nous sommes là devant un animé japonais qui aurait été fait avec des images de synthèse, et non plus un long métrage hollywoodien avec des acteurs virtuels. Le niveau de réalisation n'a cependant pas à rougir de la comparaison avec les productions de 2004, comme Shrek 2 ou Appleseed, alors que, rappelons-le, il s'agit d'un produit destiné avant tout au marché de la vidéo. Et c'est justement la réaction des fans à cette mouture qui va encourager l'équipe à pousser le projet encore plus loin. De 60 minutes, la durée du film va alors s'allonger à plus d'1h40 et ainsi côtoyer le record détenu par The Spirits Within depuis 2001. Une fois encore, ce sont de véritables comédiens qui sont filmés en motion capture, tandis que des comédiens de doublage connus s'occupent de donner de la voix à des personnages qui n'en avaient jusque-là jamais eu. On retrouve ainsi Takahiro Sakurai dans le rôle de Cloud, Ayumi Ito dans celui de Tifa, ou encore Toshiyuki Morikawa pour Sephiroth, et, à nouveau, ce sont aux infographistes de recréer les visages et synchronisation des lèvres pour donner une illusion d'humanité à ces pantins de polygones. C'est comme si je me changeais en brune et que je commençais à faire n'importe quoi avec mon corps. Car, comme indiqué précédemment, Advent Children ne cherche pas le réalisme à tout prix, ce qui lui permet de faire des choses littéralement insensées. Ainsi, déjà dans l'édition spéciale, de nombreuses séquences récupéraient les codes de l'animation japonaise tout en reprenant les éléments phares des cinématiques de la franchise. Une fusion intéressante qui fera notamment mouche auprès des fans, et ça, le réalisateur Tetsuya Nomura l'aura bien compris. Final Fantasy VII Advent Children sortira finalement le 14 septembre 2005 au Japon, puis quelques 9 mois plus tard en Europe, le 7 juin 2006, en DVD et UMD vidéo. Pour les plus jeunes, un UMD vidéo, c'est ça.
Pas de sortie cinéma donc, même si quelques projections privées seront organisées pour la promotion dans le monde et notamment en France à l'occasion du Carrefour de l'animation 2006 en présence de Yoshitaka Amano, illustrateur du logo du film. Bon, il aura fait une super conférence avec Michel Ancel, le créateur de Rayman, mais c'est vrai que c'est un peu la dernière personne à avoir bossé sur le film. Sauf que voilà, en 2006, c'est aussi l'année d'introduction du format Blu-ray Disc dans le monde et Square Enix annonce dès le Tokyo Game Show de la même année que Final Fantasy VII Advent Children sortira en version longue Director's Cut dès 2007 au Japon. Bon, en vrai, cette version complète n'arrivera qu'en avril 2009 au pays du soleil levant, avec une édition spéciale incluant notamment une démo de Final Fantasy XIII pour PlayStation 3. Et complète, c'est vraiment le mot qui convient à cette mouture du film de Tetsuya Nomura et de Takeshi Nozue. 126 minutes de film, soit 25 de plus que la précédente itération, le tout en HD 1080p avec des tonnes de scènes revues et corrigées pour apporter un aspect moins lisse au personnage, de la poussière en plus, du sang, des malades vraiment malades, ainsi qu'une véritable explication sur le background du personnage de Denzel, le petit garçon créé à la base spécialement pour le film. Ah non mais franchement, sur le papier, ça donne grave envie, surtout qu'avec 2h06 de durée, FF7 ACC devenait de facto le film entièrement généré en images de synthèse le plus long de l'histoire du cinéma. Une sacrée performance, oui. Mais le fait que Final Fantasy VII Advent Children avait été à la base conçu comme une cinématique géante, proposée directement en vidéo plutôt que pour les salles obscures, signifie une chose. La résolution de rendu graphique employée pouvait se permettre d'être moins élevée que de Spirits Within, qui, lui, avait été pensé pour le grand écran avant de passer par la case vidéo. Seulement, lorsqu'on porte en HD un film rendu pour un format vidéo à définition standard, 720 par 480 pixels pour être précis, ça ne pardonne pas. Le Blu-ray profitant d'une définition de 1920 par 1080 pixels, il est certain qu'on ne peut décemment pas se permettre de faire un simple copier-coller du master DVD en étirant l'image pour qu'elle atteigne la définition d'un Blu-ray, non? Eh bien si! Contrairement à Pixar qui avait eu la décence de faire un nouveau rendu de son mythique Toy Story juste pour bien exploiter la haute définition du Blu-ray, mais genre juste reprendre les fichiers du film et cliquer sur rendre en HD. Je caricature à peine. Square Enix n'a fait que reprendre quelques-unes des scènes de l'Advent Children de 2005 pour les retravailler spécialement pour le Blu-ray, laissant le reste du film dans une résolution tout juste ignoble compte tenu du format. C'est simple, ça pixelise dès qu'un personnage se trouve un peu trop loin ou qu'il y a un gros plan sur des cheveux, et c'est encore plus embarrassant à regarder lorsque des bouts de nouveau rendus en HD se glissent entre deux plans. Le pire étant que Square Enix ait carrément inclus des plans issus des cinématiques d'un jeu PSP, Crisis Core Final Fantasy VII, sans même penser une seule seconde à la tronche que ça aurait pu avoir upscalé en haute définition. Notez ici que Crisis Core n'était sorti au Japon sur la portable de Sony qu'en septembre 2007, soit moins de 2 ans avant Advent Children Complete. Y a de quoi carrément s'arracher les cheveux, non? Ou alors, ils avaient perdu les assets originaux du film de 2005, un peu comme le code source du jeu Kingdom Hearts sur PlayStation 2. Et un autre des aspects pervers d'un film conçu comme une cinématique à définition standard, c'est que la modélisation 3D saute carrément aux yeux avec le passage à la HD. Que ce soit avec les nez crénelés, les épaules octogonales ou encore les têtes sévèrement polygonées, même recouvertes d'un vêtement, Advent Children prend un coup de vieux plus que malheureux avec son passage à la HD. Et que dire des gros plans? Textures pixelisées, manque de détails sur les cuirs, heureusement que quelques plans sur les yeux du jeune Denzel seront tout de même mis à jour, mais ce ne sera que dans la minorité par rapport à l'immensité des plans du long métrage. Bref, FF7 ACC vieillit mal sur le plan graphique, mais il assure toujours le spectacle côté action et surtout fanservice. Et le fanservice, comme chacun le sait, ça fait vendre. Moogles, Chocobo, Materia, Invocation, Arme Improbable, personnages charismatiques, Advent Children fait dans la démesure pour satisfaire les fans, là où The Spirits Within ne se contentait que de simples clins d'œil discrets. Notons d'ailleurs que le téléphone utilisé par Cloud dans le film avait même bénéficié d'une réplique entièrement fonctionnelle, manufacturée par Panasonic au Japon, rien que ça. Rien que les ventes mondiales du DVD, ça représentait pas moins de 2,4 millions d'exemplaires en juin 2006. Du coup, forcément, ça a fait des envieux. D'autres studios auront en effet tenté l'aventure du film entièrement généré en images de synthèse pour le marché de la vidéo suite au succès d'Advent Children en 2005 au Japon. Digital Frontier, qui avait notamment fait le premier Appleseed en 2004, enchaînera ainsi directement avec Appleseed Ex Machina en 2007, avant de produire 3 films issus de franchises vidéoludiques, Resident Evil Degeneration en 2008, Tekken Blood Vengeance en 2011 et Resident Evil Damnation en 2012. Plus récemment, le studio Sola Digital Arts
se sera également illustré avec Starship Troopers Invasion, sorti en 2012, et Appleseed Alpha, nouveau reboot de la franchise de Masamune Shirow, sorti en 2014. Tout ça rien qu'en direct, tout vidéo. Après, concernant les films avec des acteurs virtuels ayant des ambitions similaires à Final Fantasy The Spirits Within, il n'y a somme toute pas grand chose. Le réalisateur américain Robert Zemeckis aura bien tenté l'aventure à 3 reprises, avec le Polar Express en 2004, Beowulf en 2007 et A Christmas Carol en 2009, mais il reste cependant, avec Steven Spielberg et son fameux Tintin de 2011, bien seul près de 15 ans après la première tentative d'Hironobu Sakaguchi. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, parce qu'à l'exception du Polar Express, aucun film utilisant uniquement des acteurs virtuels n'a jamais marché sur le sol US. Et oui, si le Polar Express s'en sortait tout juste avec 182,7 millions de dollars pour 165 millions de budget, cela n'a tout simplement plus jamais été le cas depuis plus de 10 ans. Beowulf, 82 millions de dollars de recettes domestiques pour 150 millions de budget. A Christmas Carol, 137,8 millions de dollars de recettes domestiques pour 200 millions de budget. Tintin, 77,6 millions de dollars de recettes domestiques pour 135 millions de dollars de budget. Maintenant, si l'on prend les chiffres à l'international, tous les films cités précédemment ont su rembourser leur budget et même générer du profit. Néanmoins, en dehors d'un Tintin 2 dirigé par Peter Jackson qui ressemble de plus en plus à une arlésienne, les projets de long métrage entièrement générés en images de synthèse avec des acteurs virtuels se font aujourd'hui de plus en plus rares, sinon inexistants. Ainsi, près de 15 ans après, les problèmes rencontrés pendant la création de Final Fantasy The Spirits Within sont toujours autant d'actualité. Ironie du sort, en 2015, l'utilisation d'acteurs virtuels n'aura jamais été aussi utile à l'industrie cinématographique, puisque sans doublure en images de synthèse, Philip Seymour Hoffman ou encore Paul Walker ne pourraient plus faire vibrer des franchises à succès que sont Hunger Games et Fast and Furious. Cette hors-série de CGM s'achève ici, mais vous pourrez retrouver l'épisode 13 en exclusivité à la convention Neocast les 16 et 17 mai à Strasbourg, un épisode qui portera notamment sur la fin de 3 des plus grosses compagnies d'effets numériques de la fin des années 80, Digital Productions, Omnibus et Robert Abel & Associates. Comme toujours, pour suivre CGM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet corcamnitrix.com, mais aussi à Tipeee pour soutenir l'émission grâce à vos dons. N'hésitez pas à partager cet épisode hors série autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. Oh, et comme dirait Tifa, ずるずるずるずる